Merci de bien vouloir écouter cette causerie. C'est plus une causerie qu'une conférence que je prévois. Avec cette thématique un peu en décalage par rapport au Calvino qu'on connaît. On connaît le Calvino très formaliste, théoricien de la narration, avec Si par une nuit d'hiver un voyageur, dont il a déjà été question, donc les récits enchâssés. Et ici, je veux traiter d'un autre aspect, à savoir essayer de repérer dans l'œuvre, derrière l'aspect formel, rationaliste et formaliste, un réel souci pour la nature. Donc une espèce de culture de la nature, au sens latin de colere. Colere, ça veut dire cultiver, prendre soin de. Il y a une façon de prendre soin de la nature en filigrane dans les œuvres. Non pas un fil rouge, mais un fil vert. C'est très à la mode, mais dans l'œuvre de Calvino. Alors, il y était prédisposé parce que Elio Vittorini l'avait déjà qualifié de scoiattolo della penna, écureuil de la plume. Alors ça, c'était suite à son premier roman intitulé Il sentiero dei nidi di ragno, le sentier des nids d'araignées. En fait, c'est l'histoire qui a été écrite en 1947. Calvino va lui-même être dans la résistance. Et il décrit un jeune garçon qui, par un hasard, en vient à soutirer une arme à un Allemand, un officier allemand qui fricote avec sa sœur. Et il va cacher cette arme, donc c'est vraiment un enfant, le regard d'un enfant sur la guerre, il va cacher cette arme dans le sentier où les araignées font leur nid et donc pondent leurs œufs. Alors Vittorini, il dit oui, Calvino s'intéresse à la résistance, mais de l'extérieur. Et il y a toujours cet aspect un peu voir les choses en surplomb, qu'on va retrouver aussi dans Il barone rampante, le baron rampant, qui vit sa vie dans les arbres. Alors je trouve cette expression très jolie, le scoiattolo, donc l'écureuil de la plume, parce que c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a même une ressemblance morphologique entre le profil de Calvino et le profil de l'écureuil. Et ensuite, là au milieu, vous avez bien sûr une représentation du barone rampante. Et je voulais vous faire voir que j'ai rencontré l'illustrateur de Calvino. Calvino, pour moi, c'est un peu une histoire d'amour. J'avais commencé à travailler sur Calvino, il est mort en 1985, j'étais jeune étudiante. Il est mort pendant que j'écrivais le fameux livre là qui circule. Et donc Yann Nascimbeni, il est venu à un colloque dans le sud de la France, un colloque sur Calvino, il n'y a pas si longtemps, il est toujours en vie, et il nous a croqué pendant le colloque. J'ai malheureusement, dans un déménagement, perdu les illustrations, mais vous avez ici les très belles représentations. Et Calvino, comme il est lui-même inspiré de la littérature anglo-américaine et aussi de la littérature enfantine, se prête parfaitement à l'illustration. Et il y a eu plusieurs illustrateurs, dont celui-là quand même le plus important. Alors je voudrais quand même situer Calvino botaniste dans 3 contextes. Donc le premier contexte, c'est bien sûr l'Italie de l'après-guerre. L'Italie de l'après-guerre avec le miracle économique, surtout dans le nord de l'Italie. Calvino habitait à Sanremo. Et le fait que les villes ont muté en un laps de temps d'une dizaine d'années. Donc il a vu vraiment ce boom économique qui a fait des dégâts à l'urbanisme. Et c'est ce qui motive bien sûr sa recherche permanente d'être à l'affût de la faune et la flore, même au sein des villes. Donc on ne peut expliquer ce Calvino botanique dans l'idée de l'opposition entre flore et faune et la minéralité des villes. Deuxième, donc cette urbanisation triomphante. Deuxième contexte, c'est un contexte plus vaste, c'est ce que Giambattista Vico appelait corsi e ricorsi. Giambattista Vico, au XVIIIe siècle, est un philosophe napolitain qui avait une idée de la cyclicité des âges des gouvernements. Alors, il a en tête 3 âges. Mais ensuite, au XXe siècle, on a ajouté un 4e âge, voire un 5e âge. Donc, il a en tête qu'il y a d'abord un âge des dieux, l'âge des dieux,
avec un gouvernement théocratique. Ensuite, âge des héros avec un gouvernement aristocratique. Et enfin, l'âge des hommes avec un gouvernement démocratique. Alors nous serions plus ou moins dans cet âge des hommes. Ça change un peu avec Trump et tout, on retourne peut-être à autre chose, mais... Et au XXe siècle, on a dit non, il y a encore un âge supplémentaire, c'est bien sûr avec l'avènement de l'écologie, on a dit on arrive à l'âge de la nature, voire à l'âge digital. Alors je regarde ma jeune collègue qui est là derrière, qui a travaillé sur le cognitivisme, on a même appelé ça l'âge cognitiviste. Donc le fait que maintenant tout passe par le mental, par le digital, les neurosciences serait peut-être le 5e âge. Alors moi, je dirais on est au 4e âge avec Calvino, on est dans l'âge de la nature, le retour à la nature. Parce qu'après, chez Vico, il y a la barbarie, la civilisation en 3 âges et un retour à la barbarie. Donc cette barbarie guette naturellement, puisque ces villes, la bétonisation des villes, sont en train d'anéantir tout ce qui reste de naturel dans notre environnement. Alors, 3e contexte, c'est encore un contexte plus vaste, c'est le contexte de l'anthropocène. C'est un terme très à la mode. C'est un terme de géologie qui indique l'ère de l'homme. Donc, il y a, après l'ère glaciaire, il y a l'ère de l'Holocène qui est l'ère interglaciaire. Et maintenant, on va de nouveau vers l'ère glaciaire, si vous voulez, malgré le réchauffement climatique. C'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça, ce n'est pas pour tout de suite. Et il y a un chimiste néerlandais qui a eu le prix Nobel en 1995, qui s'appelle Paul Joseph Crutzen. Il a nommé l'ère de l'homme, au sens géologique, l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, ça a débuté au XVIIIe siècle avec la révolution industrielle. C'est lorsque les activités humaines ont une incidence globale sur l'écosystème terrestre. Donc, en gros, l'influence de l'homme sur la biosphère. Et nous sommes en effet dans ce paradigme-là, et on a du mal à en sortir, parce que tout a été façonné par l'homme en dépit de la nature. Et Calvino avait déjà cette prémonition, il est déjà prophétique, parce qu'il disait quelque part la nature est indifférente à l'homme. Elle est indifférente à l'homme et elle va peut-être prendre sa revanche. Et il y a ça déjà sous-jacent dans ses romans. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je veux travailler. Alors pour montrer que l'âge de l'homme, c'est heureusement aussi l'âge de la nature à la Renaissance, parce que la Renaissance préconise la centralité de l'humain, l'humanisme, l'humain. Et la centralité de l'humain va de pair avec la centralité de la nature dans ce tableau, très d'actualité, parce qu'ici maintenant on est en plein automne, et là on a la primavera, le printemps. Et il y a des exégètes qui ont repéré 500 espèces de plantes et de fleurs dans ce seul tableau. Donc c'est tout à fait étonnant. C'est un tableau qui célèbre le bourgeonnement de la nature, de toutes les façons. Alors, vous voyez à droite les personnages mythologiques. On est entre le païen et le chrétien. Il y a des éléments païens, des éléments chrétiens. Ça, c'est Zéphyr, le dieu du vent. Chloris, qui est une jeune femme mythologique, qui se fait féconder par Zéphyr. Et ça va donner, il y avait souvent dans des tableaux plusieurs scènes consécutives, ça va donner Flora, la déesse des fleurs. Au milieu, il y a quelque chose entre païen et chrétien qui est soit Vénus, soit la Vierge. Ici, il y a les 3 grâces qui n'ont pas besoin de ceinture. J'ai lu ça récemment, ça m'a beaucoup plu. Elles peuvent être presque nues parce que les bienfaits, elles représentent les vertus ou les bienfaits, ne craignent pas un regard malveillant. Donc elles peuvent même être à moitié nues, elles n'ont pas besoin de ceinture. Ici, il y a Mercure qui cueille une pomme et naturellement Cupidon. Donc on a cette célébration de la nature qui va de pair avec l'humanisme florentin et on doit garder ça en mémoire quand on parle d'écrivains italiens. Alors on en arrive à une bibliographie
botanographie. J'ai inventé un terme au lieu d'une biographie, une bio-botanographie de Calvino. Vous savez qu'il est né à Santiago de Las Vegas, donc une banlieue de La Havane à Cuba, en 1923, et que son père était déjà dirigeait une station d'agriculture expérimentale. Mais sa mère est un personnage tout à fait étonnant. C'était la première femme titulaire d'une chaire en botanique. Elle était originaire de Cagliari, de la Sardaigne. Et elle avait aussi quelque chose de très anticonformiste. Elle était en fait pionnière dans la préservation de la nature. Evelyn Mameli Calvino. Donc le père, il est plus traditionnel, scientifique, très scientifique. Et Calvino va grandir entouré de ces gens qui s'intéressent à la nature, bien sûr. Ils vont revenir en Italie quand Calvino aura 2 ans, donc en 25, parce que le père est nommé directeur de la station expérimentale de floriculture dans les collines derrière Sanremo, au-dessus de Sanremo, la Villa Meridiana. Alors le père aura même introduit en Europe des fruits exotiques. Donc l'avocat et le pamplemousse, on le mange en Europe grâce au père de Calvino. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Et alors, il y a un témoignage dans un récit posthume, qui est donc la Strada di San Giovanni, où Calvino raconte que dans son enfance, il allait souvent à pied, parce que le père possédait des terres ancestrales dans cette région de San Giovanni. On est toujours en Ligurie, sur la rivière italienne. Il accompagnait son père pour aller au marché. Et pendant la promenade, il y avait comme une espèce de faille, de décalage entre le père scientifique et le jeune garçon qui avait juste envie d'arriver à temps, d'arriver à destination. Et le texte dit ceci, du monde, il parle de son père, Mario Calvino, du monde il ne voyait que les plantes et ce qui avait un rapport avec les plantes. De chaque plante, il disait le nom à voix haute, dans le latin absurde des botanistes. Vous voyez, il se moque un peu de son père, et le lieu d'origine, et le nom vulgaire s'il y en avait un. Donc il y a un décalage à tel point que finalement, ils poursuivaient leur route de façon mutique, taciturne. Donc ils ne se parlaient plus, nous demeurions muets, dit le texte. Et on sent, alors là on le voit avec Floriano, son frère qui va devenir géologue. Donc déjà, ils sont dans la nature, ils sont dans un milieu privilégié. Il va d'ailleurs dire plus tard, j'ai grandi dans une ville de la Riviera, resserrée dans son microclimat. Et ça va bien sûr influencer sa prose. Alors vous savez qu'en 1941, il va entreprendre des études d'agronomie, justement pour plaire à ses parents. Il cache, il veut dissimuler ses aspirations littéraires, parce que ce qu'il aime en réalité, c'est la littérature anglo-saxonne. Stevenson, Kipling, c'est ce qu'il lit en cachette. Mais Chesterton, Hemingway, il s'inscrit à l'université de Turin pour donc faire des études d'agronomie. En 1943, il entre même à l'université de Florence, mais doit aussitôt se cacher parce que les Allemands occupent le nord de l'Italie et les parents vont même être pris en otage dans leur villa de Sanremo. Et il entre lui-même dans la résistance et ça va donner, comme je vous l'ai dit, le sentier des nids d'araignées. Mais aussitôt, donc 10 ans plus tard, en 1957, ça va donner ce très beau roman, dont vous aurez peut-être encore dans la conférence de M. Collotte de plus amples développements à ce sujet. C'est le premier parmi la trilogie qu'on appelle I nostri antenati, nos ancêtres, avec tous des personnages un peu bizarres, il Visconte di Mezzato, il Cavaliere inesistente et ce Barone rampante. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme au XVIIIe siècle, et là c'est important parce que c'est un peu influencé par Candide, le Candide de Voltaire, une espèce de conte philosophique d'un jeune homme qui a, pour une raison un peu anodine, il en a marre de manger des escargots, etc., son milieu est trop conformiste, et il décide de se réfugier dans les arbres et d'y rester. Et il va y rester jusqu'à ses 60 ans. Au moment où, alors sa mort est fabuleuse en fait, il y a un moment,
j'ai relu la fin parce que je ne me souvenais plus trop de la fin, j'ai lu ça il y a très longtemps. Il y a un moment où les premières montgolfières font des essais dans le golfe de Ligurie et comme il est malade, il est agonisant, il va s'accrocher à une montgolfière et il va tomber dans le golfe, dans l'eau, dans la mer Tyrrhénienne en fait, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'influence de la biographie dans l'œuvre, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, oui, alors le jeune homme s'appelle Côme, j'ai oublié de... Il est le fils aîné du baron de Rondeau, il n'a que 12 ans, et il se réfugie dans l'arbre, dans un arbre, par désobéissance. Et ça, c'est très important, parce que je vous ai dit que c'est influencé par Candide de Voltaire, mais aussi par un auteur américain que vous connaissez sans doute, qui est d'ailleurs revenu très à la mode depuis qu'on parle d'écologie, c'est Henry David Thoreau. Thoreau, qui a écrit donc Walden. Walden, c'est La vie dans les bois. C'est l'histoire d'un homme qui vit dans une cabane dans les bois. Et la seconde partie de l'œuvre de Thoreau, 1854, c'est End on the Duty of Civil Disobedience, la désobéissance civile en allant vivre dans la nature. Et Thoreau, il y a un moment où il raconte il fait partie en synergie, en fusion avec la faune et la flore, il devient pour ainsi dire oiseau. Et bizarrement, à la fin du roman de Calvino, il y a aussi un moment où le baron, donc qui est toujours dans les arbres, il a déjà presque 60 ans, il va se coller des plumes sur le corps et il se métamorphose quasiment en oiseau. Donc c'est nettement inspiré de Thoreau. Alors ici, je voulais juste lire avec vous un extrait pour montrer l'influence du vécu dans l'œuvre. Et il s'agit de la description des voisins, parce que le jeune homme, quand il est encore jeune, va tomber amoureux de la petite Violette, qui est une jeune marquise qui habite donc dans le domaine voisin. Et ce domaine voisin s'appelle Ondariva. Alors, bon, c'est un peu long, mais je trouve que c'est important de voir la richesse de la faune dans ce domaine d'Ondariva. Et il faut savoir que Ombrosa, la ville fictive dans le roman, est bien sûr inspirée par la Ligurie. On y reconnaît la faune, on reconnaît les collines à l'arrière-pays, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? La jalousie dont les d'Ondariva entouraient leur jardin, peuplé, disait-on, d'espèces de plantes jamais vues. Et il est vrai que le père des marquis actuels, disciple de Linné, Linné, c'est le célèbre naturaliste du XVIIIe siècle, oui, que vous connaissez, hein, qui a fait les taxonomies des plantes, avait fait jouer le vaste réseau de parents que la famille comptait à la cour de France et à celle d'Angleterre pour se faire envoyer les plus précieuses raretés botaniques des colonies. Donc ça rappelle bien sûr le père qui avait ramené des colonies, ou du moins de Cuba, certaines espèces de fruits qui n'existaient pas encore en Europe. Et pendant des années, les navires avaient déchargé à Ombrosa des sacs de semences, des bottes de bouture, des arbustes en pot et même des arbres entiers avec d'énormes mottes de terre autour de leurs racines. Un peu plus loin dans le texte, on lit dans les livres, est-ce vrai, que dans les temps plus reculés, un singe qui était parti de Rome pouvait, en sautant d'un arbre à l'autre, arriver en Espagne sans jamais toucher terre. On pourrait dire qu'au Luxembourg, c'est presque vrai. D'ailleurs, mon chat, quand il s'est enfui un jour, je l'ai retrouvé à Findel. Et il est passé par tous les bois, par toutes les forêts. Donc ça veut dire qu'on peut aller de Luxembourg-Centre à Findel sans quitter la forêt. Donc c'est presque valable ici, mais c'est malheureusement plus pour longtemps. De mon temps, seul le territoire du golfe d'Ombrosa, qui était boisé d'un bout à l'autre, avec sa vallée jusqu'aux crêtes des monts, présentait une telle densité d'arbres. Et c'est pourquoi notre région était connue de partout. Aujourd'hui, ces contrées, donc aujourd'hui on est toujours au XVIIIe siècle, sont devenues méconnaissables, fin XVIIIe. Ça a commencé avec l'arrivée des Français, donc fin XVIIIe, en effet, un Napoléon. On a coupé des bois entiers comme si c'était des prés qu'on doit faucher tous les ans et qui repousseront ensuite. Ils n'ont pas repoussé. On croyait que ces coupes étaient liées à la guerre, à celle de Napoléon à l'époque, mais ça n'a jamais arrêté depuis. Le dos des collines est si râpé maintenant que nous ne pouvons le regarder, nous qui l'avons connu jadis, sans avoir le cœur serré. À l'époque
où que nous allions, nous avions toujours des branchages et des frondaisons entre nous et le ciel. Je suis désolée, c'est un peu long, mais ici, je vais tester votre connaissance botanique, si vous reconnaissez les images. D'ailleurs, on peut faire le test. Qu'est-ce que j'ai montré comme arbre à gauche, en bas? Un figuier. Ensuite, oui, un cognacier, bravo. Et ensuite, en fleurs, les amandiers en fleurs. Et dernier, bien sûr, les oliviers. Les oliviers. Bon, il y en a beaucoup plus dans le texte, mais c'est intéressant de voir la variété et le fait donc qu'il y avait une espèce de frondaison continue. L'unique zone de végétation plus basse était celle des citronniers. Mais là aussi, se levaient parmi eux, tout contorsionnés, des figuiers qui, plus en amont, encombraient tout le ciel des jardins avec les coupoles de leur feuillage lourd. Et quand ce n'était pas des figuiers, c'était des cerisiers, donc je n'ai pas tout mis, aux sombres feuilles, ou des cognaciers tendres, des pêchers, des amandiers, des jeunes poiriers, des pruniers prodigues, et puis des sorbiers, des caroubiers, ça c'est très méditerranéen, un caroubier, il n'y en a pas au Luxembourg, un mûrier enfin, ou un vieux noyer. Là où finissaient les jardins commençait l'oliveraie, gris-argent, nuage mousseux de flocons à mi-côte. Tout au fond, entassé entre le port en bas et la forteresse en haut, il y avait le village. Et là encore, au milieu des toits, s'élevaient partout les frondaisons des arbres yeuses. Alors yeuses, ce sont des chênes houx. Je suis allée rechercher. C'est des chênes avec des feuilles pointues en forme de houx. Le houx qu'on met à Noël, non, à l'entrée des maisons. Yeuse, platane, rouvre même, végétation plus désintéressée et fière qui prenait son essor, un essor ordonné, là où les nobles avaient construit leurs villas et enclos de grilles leurs parcs. Au-dessus des oliviers commençait le bois. Les pins avaient dû régner un moment sur la contrée puisqu'ils s'infiltraient encore jusqu'à la plage en lames et touffes de bois le long des deux versants, tout comme les mélèzes. Les rouvres étaient plus fréquents et plus compacts qu'il n'y paraît de nos jours parce qu'ils ont été la première et la plus recherchée des victimes des coupes. Plus haut, les pins cédaient le terrain aux châtaigniers, le bois gravissait la montagne et on pouvait en voir les limites. Tel était l'univers de Sèvres. Alors j'aime beaucoup l'expression « l'univers de Sèvres » dans lequel nous vivions, nous les habitants d'Ombrosa, sans nous en rendre compte. Sans nous en rendre compte. Donc là aussi, il essaye bien sûr d'attirer, il y aura une espèce de morale du regard chez Calvino. La morale du regard, cela consiste à voir les choses délibérément, à interrompre l'indifférence, le sans nous en rendre compte, à être scrutateur comme l'écureuil, scrutateur du monde. Et ça, on va arriver à Palomar, où il y aura vraiment le personnage qui est un regard pur. Voilà, on y arrivera. Alors, ensuite, il y a un roman que j'ai sauté, qui est La spéculation immobilière, donc de la même année 57, qui parle de cette Riviera et des résidences secondaires qui modifient le paysage, le paysage qui disparaît sous les coulées de béton, avec la frénésie immobilière, et deux mondes qui s'affrontent, donc la vieille bourgeoisie traditionnelle et les affairistes escrocs spéculateurs. Alors, je ne dois pas vous apprendre quoi que ce soit, on connaît ça au Luxembourg aussi. La spéculation immobilière, c'est un livre que je vous encourage à relire parce qu'il est totalement d'actualité, et c'est de 57. Donc, ensuite, il y a ce petit roman, c'est en fait deux romans, deux petites nouvelles, grandes nouvelles, petits romans. La première, je ne l'ai pas mise non plus, c'est la Formica Argentila, la fourmi argentine. C'est une villa qui est infestée de fourmis, de parasites, et ça devient vraiment cauchemardesque. Ils essaient par toutes sortes d'expédients, de glues, de mélasses et tout, et on ne parvient pas à se débarrasser de fourmis. C'est cauchemardesque et kafkaïen, donc c'est la nature qui reprend le dessus, qui prend sa revanche. Et dans la Nuvola di Smog, donc le nuage de smog, on a vraiment une ville, et c'est très moderne aussi, on a une ville couverte de particules, ce qu'on appelle maintenant les particules fines, les particules fines, donc cette espèce de poussière qui recouvre tout. Et le narrateur arrive donc dans cette ville couverte de suie, de gris, de poussière,
d'une couche de poussière, et il travaille pour un magazine appelé Purification. Alors on voit toute l'ironie et toute l'hypocrisie du magazine, parce que le propriétaire, il dit ceci: nous sommes la ville où le problème de la pollution de l'air est le plus sérieux, mais en même temps nous sommes la ville où le plus est fait pour remédier à la situation. Donc ça l'arrange en fait qu'il y ait de la pollution, parce qu'alors il peut éditer sa revue, la purification. Alors ça se passe très mal pour le narrateur, sa copine vient lui rendre visite, ça se passe mal, jusqu'au moment où à la fin du roman, il va un peu en dehors, en bordure de ville, et il rencontre des femmes en train de laver le linge et en train de rire. Et ce tableau le réconforte. Et alors qu'est-ce que j'ai mis là ? Vous la connaissez peut-être, mais les enfants ne connaissent plus cette dame qui était utilisée dans une publicité pour les premières machines à laver. Est-ce que quelqu'un connaît la mère Denis ? Non ? La mère Denis. La mère Denis, on la voyait à la télé, elle faisait la publicité. Elle est morte à 94 ans. Et là, on pense bien sûr à Una giornata particolare, les scènes où on étend le linge, et d'ailleurs on ne peut pas le traduire en français. In fondo, oltre i pioppi, au-delà des peupliers, je vis un pré velleggiante di bianco. Il faudrait presque trouver un mot avec oillant, comme verdoyant, c'est comme voiloyant de blanc. Il n'y a pas le mot, équivalent, c'est le oillant suffixe qui est en train de, où les voiles de blanc sont étendus et qui velleggia, c'est devenu un verbe. Io giravo tra i campi biancheggianti, il n'y a pas non plus en français, blanchoyant ou quelque chose comme ça, di roba stesa, c'est dommage, vous voyez, c'est intraduisible. E mi voltai di scatto a uno scoppio di risa. Donc il voit les champs couverts de blanc et il entend des rires. Donc c'est une espèce de rédemption de ce monde infesté de smog et de pollution. Donc tout ça est très très moderne, en 1959 déjà. Et c'est plus ou moins les mêmes années où il y avait la chanson de Adriano Celentano, qui, alors, s'est inspiré d'un fait réel, donc de son enfance. À 4 ans, Celentano a eu une espèce de révélation. Il était dans la cour intérieure de sa modeste maison de campagne, mais qui est maintenant la ville. C'était en bordure de Milan, au nord de Milan. D'ailleurs, je peux vous montrer où ça se situait. Exactement au nord-est de Milan. C'est là, elle est toujours là, la via Gluck, mais elle a changé d'aspect. Et il était dans la cour intérieure, donc pieds nus, et il y avait un rayon de soleil. Il avait 4 ans, et il a embrassé le rayon de soleil. Et il s'en souvient toute sa vie, parce qu'après, adolescent, il a dû quitter la ville, il a dû aller quitter la vie à Gluck. Il a dû aller vivre en ville chez son frère, toute la famille en ville, et il a rédigé cette chanson. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare
caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame e cemento, da dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh, yeah, yeah. Elisa, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba e no, andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà. Oui, et ensuite on arrive donc à un autre roman, un ensemble de petites nouvelles en fait, au sujet d'un modeste employé d'une société industrielle dans une grande ville, toujours du nord de l'Italie, et on est toujours dans les années 50-60. Alors il est pauvre, il a 6 enfants et il se réfugie dans le rêve et dans la faune et la flore de la minéralité de la ville. Donc lui aussi, il scrute la nature dans un univers d'asphalte et il lui arrive des aventures rocambolesques. Par exemple, il voit des champignons à l'arrêt du tram, il va les distribuer à ses enfants, ils se retrouvent tous à l'hôpital après, donc il fait toutes sortes de bêtises. C'est une espèce de Charlot, de Mr Bean, si vous voulez. Il y a quelque chose... mais néanmoins, il recherche ces recoins verts. Il va même tomber amoureux d'une plante verte de bureau. Et j'ai isolé juste ce passage où il veut passer la nuit dehors sur un banc public. Alors, il a trouvé un petit écrin de verdure, mais il y a tout le temps des nuisances sonores et visuelles. Par exemple, il y a un néon qui alterne avec la lune. Donc on voit tantôt la lune, tantôt un néon. Et il ne parvient pas à s'endormir parce que ça gêne sa vue. Ensuite, il y a des travaux la nuit. On connaît ça aussi au Luxembourg. Donc ils vont sur un chantier, les ouvriers sont en train de forer des marteaux-piqueurs la nuit. Et il se dit, mais pourquoi les oiseaux ne sont pas gênés par ces nuisances? Et ils rêvent de devenir oiseaux. Donc ça rappelle bien sûr, ça fait écho au baron rampant. Donc, par exemple, il dit ça, s'endormir comme un oiseau, avoir une aile sous laquelle abriter sa tête, un monde de ramures suspendu au-dessus du monde terrestre qui se devine à peine là-dessous, estompé et loin. Donc, on a à nouveau cette velléité, ce rêve de surplomber le monde, mais de ne pas en faire partie. Alors, une autre scène, c'est quand il emmène ses enfants en bordure de ville et les enfants aussi se mettent à jouer sur les branches et il a du mal à les rappeler. Alors, ça m'a fait penser à Voglio una donna, à une scène de Amarcord de Fellini où le cousin un peu débile, un peu simplet, grimpe dans un arbre et ne veut plus en descendre. Est-ce que vous connaissez cette scène? Et il crie « Voglio una donna, voglio una donna ». C'est une magnifique scène. Donc, il y a quand même toujours ce fantasme de grimper aux arbres.
Et je crois que ça, c'est vraiment très calvinien. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup du Calvino formaliste, romancier, avec cette inventivité débordante, mais on oublie ce substrat naturel, botanique, donc, qui remonte à son enfance. Alors, il y a bien sûr les villes invisibles, hein, qui sont extraordinaires. Hein. Vous en avez peut-être entendu parler dans une autre conférence. Là, on a toutes ces villes qui sont relatées par Marco Polo au Kublai Khan, au grand Khan de Chine, de Katai. Alors, il y a surtout l'idée que les villes sont en train de se répandre autour et que le monde est en train de devenir une seule ville. Donc là aussi, c'est prophétique. Il avait déjà vu les mégalopoles, ce qu'on appelle les bananes, là, les villes qui se prolongent dans un bouillon urbain délayé dans la plaine, dit-il quelque part. Il y en a une très belle là, c'est à droite, c'est Armilla. Armilla, c'est une ville effilée. Et lui-même, il dit, j'avais une certaine affection particulière pour les villes effilées, parce qu'il y a des catégories de villes, hein, ville continue, ville et les signes. Villes effilées, ce sont des villes fantasmées, hein, qui n'existent pas, toutes imaginaires, un peu utopiques. Et là, c'est une ville faite de tuyauterie. Ce sont des maisons qui n'ont plus de murs ni de toit, ils n'ont plus que des tuyauteries rien que des conduites d'eau. Une forêt de tubes qui se terminent en robinet, en douche, en siphon, en trop-plein. Contre le ciel resplendit un lavabo ou une baignoire ou d'autres faïences comme des fruits tardifs demeurés dans les arbres. Donc là encore, on est dans un univers de fer, de métal, et il renvoie aux arbres. Et alors il imagine qu'il y a des naïades ou des nymphes qui habitent là, et qu'en fait, peut-être que la ville a été construite pour obtenir la grâce de ces naïades et de ces nymphes. Donc c'est très poétique. Il se peut qu'Armilla ait été construite par les hommes comme un présent destiné à se concilier les bonnes grâces des nymphes, offensées par notre mainmise sur l'eau. Donc on est nouveau dans l'Anthropocène où l'homme a une mainmise sur la nature. Et il faut quelque part compenser cette mainmise sur la nature par le biais de la littérature, par le biais de cette imagination. Alors là, je crois qu'on n'a peut-être pas le temps de l'écouter, mais il est également disponible sur YouTube. Il y a quelqu'un qui lit le texte, qui se trouve à Saint-Denis, à Paris, et qui lit ce texte-là de Léonie. Alors Léonie est une ville faite de déchets, lisez ça à la maison. Donc c'est une ville apparemment très propre, parce que tout le monde, le matin, se réveille dans une ambiance très hygiénique et propre, aseptisée. Mais quand on voit de plus près, elle éjecte tous les jours en dehors de l'enceinte de la ville les déchets. Mais il arrive que les autres villes font la même chose. Et donc les déchets, les murailles de déchets vont se rejoindre et on retrouve une espèce de monde de cratères, des villes cratères qui expulsent leurs déchets et ça forme une muraille de déchets. Donc c'est totalement apocalyptique. À la fois, c'est la réalité, c'est ce qui se passe chez nous. Hein. On veut toujours expulser tout ce que vous faites là. Par exemple, le plastique recyclé, ce n'est que renvoyer ailleurs ce plastique. Il ne sera que partiellement recyclé. Tout est renvoyé ailleurs et stocké dans des lieux improbables. Et donc, on n'a rien. Tout ça est très prophétique et à la fois poétique. Donc, il y a toujours ce côté poétique et prophétique et ironique, déjà en 72, pour une thématique qui nous est chère actuellement. Donc, je crois qu'il faut relire Calvino sous cette loupe-là et vous avez plein d'ingrédients pour les débats sur le développement durable, sur les problèmes climatiques déjà chez Calvino. Alors on arrive au fameux Palomar qui m'avait donc retenu pour mon petit livre que j'avais écrit à l'époque. Et ce Palomar est un bonhomme un peu particulier, donc c'est naturellement aussi un avatar de Calvino lui-même. Il est taciturne, il est très cérébral, donc c'est une espèce de monsieur test comme on avait chez Paul Valéry. Mais à la fois, il est ridicule, hein, parce que les intellos sont toujours un peu ridicules. Par exemple, il se balade avec un carnet, non, un peu, non, un peu. Un vrai intello est ridicule. Il se balade, par exemple, avec un carnet de notes dans une fromagerie,
Ou bien il est sur la plage, il y a un très beau texte où il voit un sein nu sur une plage. Alors il ne sait pas comment se comporter. Est-ce qu'il doit, son regard, parce qu'il est pur regard, hein, je l'avais comparé à un scaphandre, un scaphandrier, il a une espèce d'homme-regard. Est-ce qu'il doit être indifférent à ce sein nu? Alors c'est peut-être un peu pas rendre justice à la belle jeune femme couchée. Est-ce qu'il doit au contraire suivre le mouvement du sein, etc. Il y a toute une réflexion qui a été ensuite utilisée par des théoriciens, des sémioticiens, à partir de la parole guizzo. Le guizzo en français, c'est le tressaillement. Il y a un moment où son regard va tressaillir au moment où il heurte ce sein nu. Mais là aussi, il est ridicule parce qu'il est gauche. Et alors, il y a toutes sortes d'observations de la nature. Il y a des tortues qui font l'amour, il observe de loin. Il observe l'épée du soleil dans l'eau, donc il est en train de nager dans le coucher du soleil, ça forme une épée, il essaye de rejoindre l'épée mais il n'y arrive pas. Ou bien il observe le pré. Donc ici, le pré infini, qui rappelle bien sûr Francis Ponge. Francis Ponge est ce poète en prose français qui avait écrit Le parti pris des choses, qui s'est intéressé aux petites choses insignifiantes de la vie, hein, le savon, le galet, mais aussi le pré, et qui interroge comment décrire un pré. Et c'est la même question chez Calvino. Ça a donné lieu d'ailleurs à un très bel ouvrage chez Skira, la très belle maison d'édition. Et là, on a le brouillon d'un poème qui s'appelle Le Pré, où il dit qu'il y a toujours, en fait, dans le pré, il y a quelque chose de plat et de vertical à la fois. Moi, je vais juste lire le début. La platitude, d'abord, ayant été dite, la verticalité de l'herbe nous ressuscite. Et Calvino aussi, donc Calvino, Palomar, il dit comment décrire un pré? Comme un ensemble, comme chaque brin d'herbe. Est-ce qu'il y a des trèfles, les mauvaises herbes? Est-ce qu'il faut isoler un carré? Et il n'y arrive pas. Et là, on arrive à quelque chose, une réflexion un peu poétique et épistémologique. La nature, c'est toujours ordre et désordre, et l'écriture aussi. Et donc, les problèmes qu'il se pose pour sa poétique, est-ce qu'il doit écrire de façon formaliste ou de façon inventive? C'est calqué sur justement sur la nature qui elle-même est un ensemble d'ordre et de désordre. Et vous avez dans un des Cosmicomiques, les Cosmicomiques, l'histoire d'un mollusque qui est amoureux d'une femelle mollusque. Et comme parade nuptiale, il va sécréter une coquille d'une beauté infinie et polychrome. Et donc, en fait, ce mouvement en spirale, c'est à la fois l'ordre et le désordre. C'est quelque chose il y avait déjà des réflexions de Paul Valéry là-dessus. On ne peut pas imiter, un potier ne peut pas imiter cette richesse d'une spirale fabriquée par un mollusque. Donc il y a cette spirale qui s'ouvre à l'infini, qui va vers l'infiniment grand, et à la fois il y a un ordre dans les spirales, dans les volutes. Et tout ça, ça va se refléter dans sa prose. Est-ce qu'il doit décrire l'infiniment grand, l'infiniment petit? Parce qu'il va décrire les galaxies dans les Cosmicomiques. Et puis il s'intéresse au pré, à un brin d'herbe. Donc il est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et comme disait Montaigne, nature s'est obligée à ne rien faire autre qui ne fût dissemblable. Tout est singulier dans la nature. Tout vaut la peine d'être étudié. Et on retrouve ça donc chez Calvino et chez Palomar. Et c'est ce que j'appelais alors cette morale du regard, parce que cette nature, elle est fondamentalement indifférente à nos besoins. Donc on a beau l'observer, elle continue son cours, mais néanmoins, on peut aller dans ce regard scrutateur, on peut aller voir derrière les choses, par exemple, d'où elles viennent. Et il fait ça dans le magasin Le Fromager, la fromagerie. Il trouve que dans chaque fromage, et il nous apprend à regarder, parce que nous, on n'a plus l'habitude de regarder. Et donc, s'il y a vraiment une leçon dans Calvino, c'est nous apprendre à regarder à nouveau, à voir les choses qu'on n'avait plus l'habitude
de contempler. Alors derrière chaque fromage, dit-il, il y a un pâturage d'un verre différent, sous un ciel différent, pré-incrusté de sel, du sel que les marées de Normandie déposent chaque soir, pré-parfumé d'arômes au soleil venteux de Provence. Il y a différentes façons d'élever les troupeaux, tantôt séjour dans les étables et tantôt transhumance. Il y a les secrets de travail transmis au long des siècles. Alors ça rappelle naturellement un concept philosophique de Heidegger qu'il appelle unicadrité ou Gewirt. Gewirt, c'est le fait que dans chaque objet, il y a à la fois ciel, terre, Dieu, homme, divin, humain. Heidegger donne l'exemple d'une cruche. Une cruche a été façonnée par un potier, mais en fait, dans la cruche qui verse de l'eau, il y a la source d'eau, il y a le ciel, il y a la terre, il y a la roche, d'où vient l'eau. Il appelle ça dans chaque chose, s'enlacent et s'attardent les quatre puissances élémentaires, le ciel, la terre, le divin, le mortel. Donc dans l'eau versée, la source s'attarde. Dans la source, les roches demeurent présentes. En celle-ci, le lourd sommeil de la terre qui reçoit du ciel la pluie et la rosée. Les noces du ciel et de la terre sont présentes dans l'eau de source. C'est la raison pour laquelle la cruche peut servir à faire des offrandes. Comme elle est quelque part sacrée par ses origines, elle peut servir à faire des offrandes. Ça me rappelle aussi une chanson de Branduardi de l'époque, À la Fiera dell'Est. Ça vous dit quelque chose? À la Fiera dell'Est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò, et derrière le topolino, il y a il gatto, il bastone, etc. Et ça devient cosmique. Ou bien ça rappelle aussi, toujours chez Calvino, le très beau petit récit Tout en un point, donc des cosmicomiques. C'est un récit scientifique où il explique le monde avant le Big Bang, mais par le biais d'une allégorie, donc avec des personnages. Il essaye d'incarner le moment avant le Big Bang. Alors c'est très amusant. Donc avant le Big Bang, tout le monde habitait dans un point. Et il y avait même des jalousies, il y a même une espèce de racisme parce que les gens ne se supportent plus, ils habitent l'un sur l'autre. Il y en a qui veulent tendre leur corde à linge dans le point. Ils disent, mais ils prennent trop de place. Il y a la concierge qui veut tout le temps nettoyer le point. Ou bien tout le monde est amoureux de la même femme. Mais comme dans le point, il n'y a qu'un lit, tout le monde se retrouve dans le même lit avec la même femme. Et toutes sortes de choses. Alors lui, il est amoureux, il dit qu'il se trouve punctiforme en elle. Il dit oui, c'est un peu vicieux, mais c'est à la fois chaste, puisqu'elle est un point et personne ne peut y pénétrer. Donc tout ça est très... Et il y a un moment où ça devient intenable dans le point, et la dame très généreuse, très mamma italienne, dit « J'aimerais vous faire des tagliatelles ». Et au moment où elle dit cette phrase, il y a l'univers qui émerge. Et donc on a le Big Bang à travers un personnage. On était bien tous ensemble. Il fallait que quelque chose d'extraordinaire arrive. Il suffit qu'à un certain moment, elle a un nom un peu, c'est la dame convoitée par tout le monde, Madame Fink Zero, elle s'appelle, ils ont des noms un peu bizarres, scientifiques. Mes enfants, si j'avais un peu de place, comme il me serait agréable de vous faire des tagliatelles. À cet instant même, nous pensâmes tous à l'espace qu'occuperaient ces bras ronds, en allant d'avant et en arrière avec le rouleau sur la feuille de pâte, sa poitrine descendant sur le grand tas de farine et d'œufs qui encombrait le vaste plan de travail. Cependant que ses bras la pétriraient toujours et encore, blancs et pommadés d'huile jusqu'au-dessus du coude, nous pensâmes à l'espace qu'occuperait la farine et le blé pour faire la farine, et les champs pour cultiver le blé, et les montagnes d'où descendrait l'eau pour irriguer les champs, et les pâturages, etc., etc. Et donc, au moment où elle dit cette phrase, l'univers apparaît. Il y a le Big Bang. Donc, il y a toujours cette volonté de voir dans le particulier l'universel. Et je crois que c'est important de revoir la nature de cette façon-là. Alors, ça se termine plus ou moins par un ouvrage qu'il écrit à la fin de sa vie, qui s'appelle Collezione di Sabbia, où il y a toutes sortes de maps-mondes. Il y a un très beau passage où, déjà, il y avait un jardin zen dans Palomar, dans les voyages de Palomar. Mais ici, il va vraiment étudier I 1000 giardini. Alors, c'est dans un jardin de Kyoto,
où chaque dalle ouvre une autre perspective. Donc, si vous êtes là, vous allez voir un jardin, là, vous allez voir un deuxième jardin, un troisième jardin, et en fait, il y en a 1000, selon que vous vous positionniez sur une dalle ou sur l'autre. Donc, c'est un jardin à station, une espèce de parcours entre mobilité et immobilité. Et donc, l'infinité des points de vue se restreint à un nombre fini. Donc, on est toujours entre l'infini et le fini. Un nombre fini de vues, les vedute. Ecco cos'è il sentiero, un congegno per moltiplicare il giardino, certamente, ma anche per sottrarlo alla vertigine dell'infinito. C'est très important parce qu'à la fois, le sentier est un dispositif pour multiplier le jardin, mais aussi pour le soustraire au vertige de l'infini. Et tout ce qu'il a fait avec l'Oulipo, le groupe de Queneau, Pérec, quand il a fait de la littérature expérimentale, combinatoire, c'est toujours ça. C'est à la fois aller vers tous les possibles narratifs et à la fois les limiter. C'est una notte d'inverno un viaggiatore, c'est ça aussi. On est toujours vers l'infini et à la fois... Et lui-même, il va en souffrir de ça, Calvino. Il va en fait ne plus savoir à quel sein se vouer et il va même terminer son œuvre avant sa mort. Sa mort va le surprendre en 85 par un petit récit très énigmatique qui s'appelle Dall'opaco, de l'opaque. Il est tout d'un coup dans une espèce de brouillard, d'opacité. C'est presque un récit abstrait. Si vous avez l'occasion, lisez Dall'opaco. Alors là, à nouveau, on a une ville qui a évacué la nature et on a une forêt labyrinthique et on a une princesse qui est prisonnière de la ville aseptisée sans nature. Mais heureusement, il y a un mûrier qui va la happer et l'emmener dans la forêt. Et c'est un très beau petit récit et elle sera enfin donc, au cœur de la forêt libre qui l'attirait tant. Et la princesse s'appelle Verveine. Verveine, c'est beau comme nom de princesse. Alors, je voulais en venir à ça, un peu peut-être actualisé. Encore 2 minutes, ça va? Oui, on a le temps. Oui, on a le temps. Alors, justement, pour montrer qu'il y a quand même une actualité de ce genre d'ouvrage, de gens qui réfléchissent sur minéralité des villes et sur la verdure. Alors, il y a des activistes, bien sûr. Ça s'appelle du guerrilla gardening. Vous jetez des bombes vertes dans les jardins pour planter des arbres. Vous faites ça, non? Du guerrilla gardening? Vous pouvez le faire dans votre propre jardin. Oui. Ça s'appelle du seed bombing. C'est mieux que des vraies bombes. Vous envoyez des bombes de semences. Alors, chez Calvino, c'est plus allégorique, c'est plus symbolique. Mais il y a ce très beau roman, j'ai emmené les 2 livres, mais bon, vous avez ici les couvertures, c'est assez récent. Donc le premier, c'est Pierre Sange, Ruine de Rome. Et Ruine de Rome est le nom d'une plante, et non pas, c'est pour ça qu'il y a les tirets. Alors ça parle d'un personnage botaniste terroriste. C'est un employé du cadastre qui prépare une apocalypse végétale. Donc, il veut en fait transformer la ville minérale de béton en quelque chose. Il veut en fait végétaliser la ville. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter des graines et des mauvaises herbes entre les pavés jusqu'à ce que les branches lèvent le pavé ou traversent les murs et ça donne cette espèce de mutinerie jardinière. Il veut lever les derniers pavés de la ville, créer un paradis à l'échelle urbaine. Lisez ce roman, c'est très amusant. C'est un peu du Marco Valdo, mais encore plus extrême. Ce geste de comment soulever le bitume, percer le goudron, laisser la nature s'épanouir. Et là aussi, c'est très actuel, parce que c'est ce qu'on fait dans les villes contemporaines. On essaye de végétaliser, de mettre des jardins, des potagers, des toits, des jardins sur les toits, etc. Et dans Sylvain Tesson, qui est quand même un grand écrivain, je trouve, il est stégophile. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, stégophile? Il va grimper sur des bâtiments
Oui, voilà, il aime, Phil, grimper sur les églises en particulier, les flèches. Alors le malheureux, il s'est cassé la figure, mais bon, il a survécu, hein, il est un peu mutilé, il a eu une paralysie faciale, mais il continue à gravir, mais plus de façon aussi acrobatique. Mais il a, suite à l'incendie de Notre-Dame, il raconte son expérience qu'autrefois, il avait déjà eu l'occasion de fréquenter la charpente et les compagnons de métier qui lui avaient expliqué que cette charpente ne peut pas avoir de rivet ou de cheville. C'est comme un mikado de châtaignier. Donc ce sont des poutres de chêne ajustées, entassées, mais qui ne supportent pas d'être crucifiées, dit-il, avec une image un peu biblique. Et en effet, c'est tout à fait fabuleux et c'est inimitable. Donc de nos jours, les architectes se creusent la tête pour retrouver ce métier des compagnons du Moyen-Âge. C'était une science ambulatoire qui n'avait jamais été consignée, donc on ne connaît pas les secrets de ces cathédrales. Et donc lui, il avait eu l'occasion de fréquenter ces lieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que les villes sont pleines de végétation, qu'il y a dans les interstices des églises, il y a des branches, des rameaux qui poussent. Il fait allusion même à une plante qui était sortie du jardin des plantes, une espèce de bambou avec une houppe qui avait traversé la vitre. Et parce que lui, il est aussi grand voyageur, il va en Orient, au Kirghizistan et tout. Donc il connaît les grands espaces et il essaye de retrouver dans la ville aussi ces germes, ces recoins de verdure. Et il dit qu'il y en a beaucoup plus qu'on en soupçonne et que la nature est en train de reprendre le pas sur la ville. Si on fait l'effort de la regarder, il dit les mauvaises herbes, on ne les regarde pas, mais on a tort, on devrait braquer notre objectif sur ce genre de mauvaises herbes qui sont en train... Et en effet, vous allez ici au Luxembourg, moi je passe tous les jours par un petit escalier couvert de lichen et de mousse. On dirait que la nature est en train de prendre sa revanche sur le bâti. Hein, c'est surtout dans les lieux un peu humides, hein, comme chez nous, ça se voit au quotidien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Après, vous pouvez poser des questions. Hein. Donc, le fil rouge, ou plutôt le fil vert de Calvino, c'est justement cette aspiration botanique qu'il hérite donc de sa famille, de sa formation, de ses parents. Et ça va traverser toute son œuvre, et aussi l'idée que regarder, c'est déjà agir. Donc ça, c'est la morale du regard. Regarder, c'est déjà agir. Il faut réapprendre à regarder. Alors, on peut dire que écouter, c'est déjà agir aussi. Et alors, à la fin des villes invisibles, il a une très belle formule, et je crois qu'elle est représentée par cette ville un peu inhumaine, où il y a quand même une parcelle assez verte, où il ferait bon vivre. Et il dit ceci, c'est à la fin: il faut chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer et lui faire de la place. Je crois que c'est une très belle leçon. Hein, on se plaint toujours qu'on est dans la détresse, dans la morosité ambiante, dans l'enfer, on est tous déprimés. Eh bien justement, il faut aller voir dans l'enfer ce qui n'est pas l'enfer et le gonfler, lui donner la place. Et ça, je crois qu'il nous a enseigné. Voilà, je voulais juste en rester là. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.